être orienté sur, 4 temps. Il va être organisé en 4 temps. D'abord, rappeler, ce qu'est l'empreinte carbone des médicaments, qu'est-ce qu'une analyse de cycle de vie, rappeler aussi les principes d'éco-prescription, où Frédéric Bonneau vous fera une présentation de la plaquette qui a été réalisée avec les collègues de la région et puis, faire un point sur tous les travaux engagés, sur notre région, à l'heure actuelle. Sébastien, je te laisse te présenter et puis prendre la main. Oui, bonjour, merci tout le monde. Donc, enfin merci Céline et puis merci aux organisateurs d'avoir organisé ce webinaire, nous avoir conviés. Donc Sébastien Taïmit, de la société Ecovamed. Donc on est une société spécialisée dans l'évaluation environnementale des produits de santé et des parcours de soins. Et donc par évaluation environnementale, on entend soit des analyses de cycle de vie multi-impact, soit des analyses de cycle de vie mono-impact, comme peut l'être l'empreinte carbone. Et donc, l'idée pour débuter ce webinaire, c'était de vous parler d'une méthode de calcul que l'on a développée donc avec différents contributeurs, et notamment Max Pifou des Hôpitaux civils de Lyon, pour calculer en masse l'empreinte carbone des médicaments de la pharmacopée française. Et donc, dans cette première publication, on s'est attaqué déjà aux formes orales solides, donc 12 336 présentations ou 12 316 présentations pharmaceutiques, la copée française et dans la base ANSM. Et donc, l'idée, c'est de regarder un peu comment a été construite cette méthodologie, puis quelques résultats qu'on a publiés donc, au mois de septembre dans le Journal of Cleaner Production. Donc l'idée, c'était de prendre en compte l'ensemble du cycle de vie du médicament jusqu'à l'arrivée en pharmacie. Donc ce qu'on appelle du berceau à la porte, et là pour le coup c'est la porte de la pharmacie. Et donc, ça veut dire qu'on prend en compte toutes les étapes de fabrication des différents composants d'un médicament, son principe actif, ses excipients, tous les conditionnements primaires, secondaires, tertiaires. Également l'usine de fabrication du médicament lui-même, partie galénique et conditionnement. Et on a également souhaité prendre en compte dans cette étude et dans cette méthode les émissions corporatives des laboratoires pharmaceutiques, c'est-à-dire toutes les émissions qui ont trait à la R&D, aux services centraux, le siège, le réglementaire, le marketing et les filiales commerciales. Et donc, on a appelé corporative, émissions corporatives, dans l'étude. Alors, une fois qu'on a pris tout ça en compte, plus tous les intrants qui sont nécessaires à ces fabrications, plus tous les déchets et le transport jusqu'aux pharmacies, on se rend compte qu'en moyenne, alors évidemment c'est les moyennes, donc ça varie beaucoup d'un produit à un autre, mais en moyenne, ce sont les émissions corporatives et la fabrication des principes actifs qui représentent la principale part de l'empreinte carbone d'un médicament, avec chacun autour de 30%, on va dire. Puis vient en troisième position la fabrication elle-même du médicament, hein, donc formulation, alors on va dire compression quand il s'agit d'un comprimé ou remplissage quand il s'agit de gélules, parce que là on est sur des formes orales solides, et la partie conditionnement primaire et secondaire. En revanche, la partie emballage du médicament, la partie transport et la fabrication des excipients comptent moins, on va dire quelques pourcents. Alors toujours pareil en moyenne, hein, parce que si vous avez un médicament très simple qui voyage en avion depuis l'autre bout du monde, la part transport va plutôt compter 10-15%. Si vous avez un médicament avec des dosages très très faibles au microgramme en principe actif, parfois les excipients peuvent compter plusieurs dizaines de pourcents, parce que prennent le pas, sur le principe actif parce qu'ils peuvent être présents en quantité beaucoup plus importante. Les émissions corporatives, comme on va le voir après, en fonction des médicaments, si on est sur un médicament générique assez de commodité, ça peut descendre à quelques pourcents. Et puis si on est sur un médicament de maladie rare, ça peut monter à 90-95%. Donc effectivement, il y a des très grandes fluctuations, mais ça donne une image, on va dire, moyenne pour la pharmacopée. Alors,
Vous avez ici, et je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque graphique, mais vous avez ici quelques éléments sur la méthodologie qui a été mise en œuvre pour estimer, évaluer les facteurs d'émission des principes actifs, parce qu'il y a plus de 2000 principes actifs qui ont été évalués, hein. Il y en a un peu plus de 3000 dans la pharmacopée française au global, si on prend toutes les gamines. Et donc, du coup, on a fait un certain nombre d'algorithmes en fonction de différents critères qui peuvent être le rendement des synthèses, la présence de centres chiraux sur les principes actifs, l'intensité en masse du processus, c'est-à-dire combien il faut de kilos de matière première pour faire 1 kilo de principe actif, sachant que ces principes actifs se font sur de nombreuses étapes, voire des dizaines d'étapes. Donc, on peut avoir des intensités en masse de plusieurs centaines de kilos de matière pour faire 1 kilo de principe actif. Et donc, on a retenu dans tous ces éléments-là un aspect plutôt coût, mais pas avec une formule linéaire qui dirait que 1 euro de principe actif, ça représente tant de kilos de CO2, mais avec une formule un peu plus complexe pour prendre en compte le fait qu'il y a des principes actifs en petit volume, d'autres en grand volume. Et donc, il y a une variabilité associée au coût. Et donc ça nous a permis voilà, de faire cette partie-là. Et donc, dans le slide suivant, un peu comme on a obtenu des résultats. Alors, on a juste présenté là rapidement ce qui avait été fait sur les principes actifs, mais bien évidemment, pour calculer la masse d'excipients, on a développé également des modèles parce que ce ne sont pas des informations qui sont publiques, la masse d'excipients par comprimé. Ce qui est public, c'est la masse de principes actifs. Donc, on a fait un certain nombre de mesures entre 50 et 100 médicaments pour déterminer après les régressions pour pouvoir estimer sur chacune des 12 000 présentations pharmaceutiques la masse du conditionnement primaire, la masse de la notice, la masse des excipients, la masse du conditionnement secondaire, et ainsi de suite. Et après, en fonction du type de galénique, si on était sur des comprimés effervescents, des gélules, des comprimés classiques, également avoir une évaluation de l'empreinte carbone de leur fabrication qui soit différenciée. Et donc, une fois qu'on prend tout ceci, voici quelques résultats pour trois médicaments classiques, on va dire. Tout d'abord, le paracétamol 1 gramme en boîte de 8 comprimés. Donc, on a évalué autour de 388 grammes de CO2 par boîte. Alors là, vous voyez, tous ces calculs ont été faits après avec une étude statistique qui a été faite par Max Pifou. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la statistique, mais c'était un bootstrap paramétrique, donc il y a eu un certain nombre d'itérations pour faire des distributions. Et donc, ce que vous voyez là, c'est la distribution de l'empreinte carbone du paracétamol, donc qui peut varier entre 200 et 600 grammes de CO2, et avec une moyenne à 388. Alors, il est important de préciser que donc, tous ces résultats, après, ont été mis dans une base de données, et que dans cette base de données, on ne différencie pas les différents producteurs de paracétamol 1 gramme 8 comprimés. On donne une moyenne pour l'ensemble des producteurs. Et puis après, cette distribution, les différents producteurs vont se trouver sur cette distribution, mais on n'affecte pas à chaque fabricant, pardon, je dis distributeur, mais on n'affecte pas à chaque laboratoire pharmaceutique ou chaque exploitant une empreinte particulière. Néanmoins, récemment, on a pu évaluer pour un laboratoire pharmaceutique justement ce produit-là, et on est bien dans la distribution. On est bien autour de ces 200 à 600 grammes de CO2, 0,2 à 0,6 kg de CO2 par boîte. Donc, on a pu confirmer que ce calcul était bon. Alors après, le ramipril, autre exemple, où là, on est à 0,7 kg de CO2 par boîte, donc également produit générique. Et donc, autre produit, alors parfois on peut voir qu'il y a des distributions qui sont un peu plus originales que celles du paracétamol et du ramipril, notamment pour le Moventig,
Donc ça, c'est dû à tout le modèle parce que pour faire ces distributions, on fait varier chacune des composantes qui sont la part des excipients, la part du packaging, la part du transport, la part des émissions corporatives et ainsi de suite. On fait varier de manière indépendante tous ces éléments-là pour faire les distributions. Donc c'est pour ça que parfois ça peut faire des schémas un peu différents. Et donc là, Moventic, on voit par contre qu'on a évidemment avec une empreinte carbone par boîte. Alors la boîte est un peu plus grosse aussi, parce que c'est 90 comprimés, et avec une empreinte carbone un peu plus importante. Et alors, la publication est libre d'accès et en open source, donc vous aurez également un peu plus d'éléments sur différentes classes thérapeutiques. Et notamment, les anti-infectieux sont souvent des empreintes carbone assez élevées. Les médicaments innovants et les médicaments génériques, si on rapporte ça à une journée de traitement, c'est généralement plus faible que les médicaments orphelins, qui ont tendance à avoir une empreinte quotidienne plus élevée. Mais les médicaments orphelins, c'est aussi dû au fait qu'ils ont des émissions corporatives importantes parce que les frais de R&D et de commercialisation sont très importants par rapport au nombre de boîtes vendues. Et donc, c'est cette partie qui peut prendre le dessus par rapport à la production, par rapport à l'empreinte carbone liée à la production. Et donc, il y a une certaine corrélation avec le coût, mais qui n'est pas forcément linéaire. C'est-à-dire que le facteur d'émission à 0,5 kg de CO2 par euro de médicament, facteur d'émission donné par l'ADEME, en fait, c'est plutôt un facteur d'émission qui varie entre 0,05 et 1,5, on va dire. Mais il y a quand même une tendance, on va dire, liée au coût. Un médicament qui coûtera 10 000 euros le traitement aura généralement une empreinte carbone plus élevée qu'un médicament qui va coûter quelques euros le traitement. Alors donc, comme je le disais auparavant, toutes ces données-là, donc là c'est la partie basse du slide, toutes ces données-là sont disponibles aujourd'hui sur une base de données qui est accessible gratuitement pour les pharmaciens et médecins hospitaliers essentiellement et qui est payante pour les sociétés privées. Mais il y a un développement en cours par l'État d'un guide méthodologique pour l'évaluation de l'empreinte carbone des médicaments, donc auquel Ecovammed a participé, enfin participe toujours avec le ministère de la Santé, la CNAM et le ministère des Finances via la Direction générale des entreprises. Et l'objectif, c'est d'avoir une méthodologie de référence pour que les laboratoires puissent mesurer précisément l'empreinte carbone de chacun de leurs produits et pouvoir fournir cette donnée aux professionnels de santé. La base de données dont j'ai fait référence et dont la méthodologie est expliquée dans la publication qu'on vient de voir ne donne que des ordres de grandeur, mais ne donne pas des données précises pour chaque laboratoire, dans le sens où pour avoir une empreinte carbone précise, il faut avoir les données précises des usines. Et je vais laisser la main maintenant à Frédéric pour la suite. Bonjour à tous, je vais me présenter donc Frédéric Bounour, je suis pharmacien à l'hôpital d'Yvetot et je suis aussi enseignant-chercheur au laboratoire de pharmacie galénique, à l'UFR Santé de Rouen, rattaché au laboratoire nordique, INSERM 1239. Donc je vais vous présenter un travail qui a été, réalisé, au sein de mon équipe de recherche, qui a été, réalisé par Salomé Dupré dans le cadre de sa thèse, de pharmacie filière officine, qui visait à travailler autour, des principes d'éco-prescription et notamment essayer d'identifier des leviers de décarbonation des prescriptions, des leviers simples. Donc il y a la première étape a été bien entendu d'aller identifier ce qui était déjà, réalisé, et donc sur les leviers qui étaient existants, la majorité des travaux tournaient autour du mieux prescrire et du moins prescrire. Vous avez, donc il y a eu, pardon, 4 piliers, d'éco-prescription qui ont été définis dans ce travail, qui est tourné autour du,
mieux prescrire, moins prescrire. Et puis on a rajouté 2 notions qui étaient de tenir compte de la contamination environnementale de la molécule. Et là, vous allez trouver des éléments qui correspondent à l'index PBT, c'est-à-dire que chaque molécule a un éco-score, et donc vous avez une base qui est définie par les Suédois et qui donne une note au médicament. Et puis vous avez une autre notion que vient d'apporter Sébastien, qui était effectivement sur le bilan carbone des médicaments. Et donc l'éco-prescription, pour nous, c'est prendre en compte ces 4 critères qui sont le mieux prescrire, le moins prescrire, l'écotoxicité des médicaments et leur empreinte carbone. Donc à partir de ça, on a essayé d'identifier des leviers permettant d'éco-prescrire des médicaments, des leviers simples. Donc on est parti de la bibliographie et on allait identifier ce qui se faisait déjà. Donc il y a eu énormément de travaux qui ont tourné sur la voie d'administration et notamment autour de favoriser la voie orale par rapport à une voie injectable. Si on regarde l'exemple du paracétamol, ça permet de réduire de 75 à 90 le bilan carbone du médicament. Si vous faites une perfusion parentérale de paracétamol, vous aurez environ 450 grammes de CO2 par dose versus 38 grammes pour un comprimé de paracétamol. Après, c'est pas que la voie orale, il faut favoriser les formes sèches, puisque les formes buvables ont un impact carbone aussi qui est plus important. Et donc ça a permis de définir le premier principe, qui est de privilégier les formes orales sèches. Le deuxième principe, c'est éviter la prescription des inhalateurs pressurisés. Tout simplement, les inhalateurs pressurisés contiennent un gaz propulseur qui est le HFA 134A, qui est un gaz à effet de serre très puissant. Et donc, vous vous retrouvez avec par exemple, la ventoline, avec des systèmes inhalateurs pressurisés qui ont des bilans carbone qui sont beaucoup plus importants que les systèmes poudre. Si vous prenez l'exemple de la ventoline, vous êtes à 28 kg de CO2 versus si vous prenez un système, par exemple Respimat, à moins de 1 kg. Donc, quand c'est possible, il est important de privilégier les systèmes poudre ou les systèmes Brumisa. Donc ça, c'était l'étude de la bibliographie. On a travaillé avec Sébastien Steinmitt sur sa base de données pour essayer d'identifier d'autres leviers de décarbonation. Et donc, ça nous a permis de définir 3 principes supplémentaires. Et donc, le premier correspond à privilégier au sein d'une même classe thérapeutique les molécules aux doses journalières de principes actifs les plus faibles. L'idée, c'était d'aller regarder dans une même classe thérapeutique, quel était le bilan carbone du médicament, en reliant ça à l'activité et donc à la dose journalière. Heu et donc l'idée, c'était se dire, bah, si une molécule, elle est plus active, bah, on met moins de principes actifs, et comme il y a moins de principes actifs, on doit avoir un meilleur bilan carbone. Si on reprend les données de la publication de Sébastien, on arrivait sur les principes actifs qui représentent 28,5. Donc, l'attendu, au sein d'une même classe thérapeutique, par exemple ici vous avez le candesartan et l'irbesartan qui sont représentés. C'est qu'on s'est dit, bah, comme les formules chimiques, comme la chimie est proche, le bilan carbone des molécules doit être relativement proche, et donc le fait d'en mettre moins permet d'améliorer le bilan carbone de la thérapeutique choisie. Et donc on a pris par exemple ici la classe des artans, et on a constaté qu'il y avait une relation linéaire entre la DDJ et l'activité. C'est-à-dire que quand vous prenez le zartan le plus actif, par exemple le candesartan, vous avez
une intensité carbone, un bilan carbone qui va être aux alentours de 300 grammes versus quelque chose qui est beaucoup plus important pour l'ibésartan. Donc vous avez ici un levier important de décarbonation. Après, comme le précisait Sébastien, on choisit une molécule, mais on ne choisit pas un médicament. Donc, on va essayer de privilégier des molécules qui sont plus actives. Il se peut, bien entendu, qu'un génériqueur d'ibésartan, qui est particulièrement vertueux, puisse faire mieux que, un producteur de candésartan qui est pas du tout vertueux. Mais dans l'ensemble, heu si on prescrit du candésartan, on sera plus vertueux, que si on prescrit de l'ibésartan. Le quatrième principe, correspond à privilégier les spécialités combinées associant plusieurs substances actives. Dans la publication de Sébastien, la fabrication représente 25,5. Donc ces coûts carbone, sont à la fabrication d'une forme pharmaceutique, un comprimé d'une gélule. Bien entendu, si vous en avez moins dans votre schéma thérapeutique, vous économisez ce coût carbone. C'est-à-dire que quand vous prescrivez une association de 2 principes actifs, vaut mieux qu'elles se retrouvent dans la même gélule et le même comprimé que donner 2 comprimés ou 2 gélules différentes. On a constaté sur les médicaments étudiés qu'on avait généralement une réduction de l'ordre de 29. Si on prend par exemple ici l'association perindopril, amlodipine, on est en intensité carbone, on passe de 19,2 à 12,1. Un autre principe, le cinquième principe, correspond à privilégier un schéma posologique avec un minimum de doses à administrer. Donc on en revient toujours au poids carbone de la forme pharmaceutique. Donc à quantité de principes actifs égale, il faut essayer de privilégier les schémas thérapeutiques où on utilise le moins de comprimés ou le moins de gélules. Pour cela, il y a plusieurs possibilités. Soit vous privilégiez des formes à libération prolongée, soit vous privilégiez des schémas forts. Si on prend l'exemple de l'énalapril, si vous souhaitez donner 10 milligrammes à votre patient, il n'existe que des formes à 5 et des formes à 20. Il est beaucoup mieux de donner un demi-comprimé d'énalapril 20 milligrammes que de donner 2 comprimés à 5 milligrammes. Sur les formes à libération prolongée, il faut mieux donner du tramadol avec des 100 versus à 2 comprimés de 50 milligrammes. Si vous appliquez ce principe-là, l'ordre de grandeur en termes de réduction des gaz à effet de serre est de 37. Sur l'application de ces principes-là et notamment sur le principe 3 qui est de privilégier les molécules les plus actives, en termes d'index PBT et d'éco-score, généralement, il y a une corrélation, dans 80 des cas, vous vous orientez vers la molécule qui a le meilleur, score, un score environnemental, la moindre contamination. Bien entendu, il existe des contre-exemples. Après, sur la base de Sébastien, ce qui est bien, c'est que vous avez le bilan carbone, de la spécialité et Sébastien a fait un lien, vers la base suédoise qui précise, quel est le comment dire? L'impact, écotoxicologique de la molécule. Donc, pour conclure, autour de ces principes d'éco-prescription, on a défini des principes, qui sont simples, qui sont applicables, immédiatement, avec un bénéfice qui est majeur parce que vous voyez à chaque fois si les règles sont appliquées, on est sur des décarbonations aux alentours, de 30. C'est quelque chose aussi qui est, très impactant sur, tout le cycle de vie du médicament, qui aura un impact, en termes, d'achat parce qu'il est possible, de favoriser, certaines molécules dans les classes, parce que par exemple si on prend les artans, je pense qu'il est
comment dire, intéressant d'aller privilégier du camp des artans, ou si vous prenez par exemple les IPP, la molécule la plus intéressante, c'est l'oméprazole. Alors au lieu d'appeler un IPP comment dire, parmi tous les IPP, peut-être orienter les achats vers les molécules les plus vertueuses. Ces principes-là sont aussi appropriables par les pharmaciens et il y a possibilité de s'orienter vers ce qu'on pourrait appeler de l'éco-substitution. Donc, aller proposer aux médecins de modifier certaines prescriptions pour s'orienter vers des molécules plus éco-friendly. Et puis, c'est aussi des choses qui vont avoir un impact sur les industriels, puisque on a identifié cette relation entre l'activité et un bilan carbone plus vertueux. Et donc, il va y avoir sûrement comment dire, une réorientation en termes de recherche et développement pour aller identifier des molécules plus actives. Et donc là, on est en train de travailler pour essayer avec Sébastien d'évaluer quel serait l'impact global de l'application de ces principes-là au niveau national, et ça fera l'objet d'une publication prochaine. En déclinaison de ce premier travail sur l'éco-prescription, il y a d'autres travaux qui sont en cours. Vous avez un travail sur tout ce qui est pansement, où on réalise des analyses de cycle de vie complet, à la fois au niveau de l'hôpital, mais également en sortie d'hospitalisation, pour essayer d'identifier les pratiques les plus vertueuses. Il y a une autre étude qui va vous être présentée juste après sur les antibiotiques, donc je passe. Et dans nos projets 2025, on souhaite, en termes d'éco-prescription, aller préciser un certain nombre de choses sur certaines classes thérapeutiques. Donc on souhaite pouvoir travailler sur le VIH, sur les contraceptifs et la procréation médicalement assistée. Aller aussi préciser sur le diabète, et notamment aller travailler sur les schémas d'insulinothérapie. On souhaite également travailler sur les traitements en cardiologie, notamment sur tout ce qui est hypertension et insuffisance cardiaque. Il y a un travail qui est en cours, qui est une révision de la liste préférentielle en gériatrie. Donc l'idée, c'est dans les molécules qui sont identifiées, aller identifier celles qui sont les plus vertueuses en termes de bilan carbone et d'impact environnemental. Il y a un travail qui va être initié également sur les traitements en psychiatrie, et puis également en neurologie. Merci Frédéric. Mathilde et Sébastien, on vous laisse prendre la parole sur l'éco-prescription en infectiologie. Oui, je laisse débuter Mathilde. Eh bien, donc nous, on a lancé à plusieurs un projet sur l'éco-prescription en infectiologie, donc avec toutes les personnes citées sur cette diapositive. L'idée, c'était de répondre au double enjeu, enfin de faire face au double enjeu propre à l'infectiologie, à la fois l'impact environnemental des médicaments, comme vous le savez très probablement. 50% des émissions du secteur de la santé sont liées aux achats de médicaments et de dispositifs médicaux, mais aussi de faire face à la problématique de l'antibiorésistance. C'est la diapositive suivante, qui est une parfaite illustration du concept One Health, une seule santé, où en fait l'antibiorésistance est liée au mésusage des antibiotiques à la fois en médecine humaine, mais aussi en médecine animale, et aussi à la pollution de l'environnement par les résidus d'antibiotiques, et notamment ceux qui émanent des usines qui les produisent. Et donc l'antibiorésistance constitue, avec le réchauffement climatique, une des principales menaces pour la santé humaine du XXIe siècle.
Donc, le projet, c'était de comparer des analyses de cycle de vie sur le critère carbone, donc la méthodologie EcoVamed, des principaux antibiotiques utilisés dans les infections urinaires et respiratoires, et puis de comparer des schémas antithérapeutiques qui ont une efficacité relativement similaire et un impact sur le microbiote intestinal proche. Et donc, on a choisi de comparer les schémas thérapeutiques suivants: ceftriaxone versus céfotaxime, lévofloxacine IV versus Peros, lévofloxacine versus Bactrim, comparer les 3 fluoroquinolones entre elles, et puis clarithromycine versus azithromycine. L'idée était aussi de comparer aux données suédoises de l'indice PBT, persistance, bioaccumulation, toxicité, et puis d'essayer de construire des principes d'éco-soins propres à l'infectiologie. Ouais, et là, je vais laisser la main à Sébastien. Oui, merci. Donc, on a voulu pour cette étude de pas seulement prendre les données qui étaient dans la base de données, mais de faire des calculs plus précis. Alors, je ne l'avais pas mentionné, mais pour faire la base de données, en fait, on avait fait des calculs précis sur une quarantaine de médicaments. Et après, on s'est servi, enfin une quarantaine de principes actifs, pour être plus exact. Et après, on s'est servi de ces calculs précis pour faire apprendre le système pour calculer tous les autres. Et puis, dans un second temps, on avait recalculé précisément 6 nouveaux produits et on avait vérifié que ces 6 produits étaient bien simulés par l'algorithme pour la base de données. Et donc là, l'idée de ce projet, c'était d'essayer de calculer le plus précisément possible chaque médicament, et donc de commencer par les principes actifs, et donc de découper la voie de synthèse de chaque principe actif dans toutes les étapes. Donc, sur les antibiotiques qui ont été cités juste auparavant, on est sur des synthèses entre 10 et 20 étapes à peu près. Et donc, disons qu'on a pu déterminer comme ça un calcul assez précis en prenant en compte pour chaque étape de fabrication les quantités de réactifs, de solvants, d'énergie, les déchets, les consommations d'eau. On a contacté également les différents fournisseurs de ces antibiotiques, mais malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup de réponses. Il y a 2 fournisseurs, alors pas de principe actif, mais du médicament fini, qui ont accepté de partager quelques données pour affiner la partie médicament. Mais on a eu très peu de retours sur les principes actifs. Alors, une fois qu'on a calculé le principe actif, après, on prend en compte tous les conditionnements, les ingrédients, le type de galénique aussi. Et donc, on a pu comme ça calculer l'empreinte carbone de tous ces médicaments, qu'ils soient Peros ou IV. Et puis, comme on voulait avoir quelque chose on va dire de comparable entre la lévofloxacine, Peros et IV, dans ce cas précis, on a pris en compte également différents modes de perfusion, que ce soit des poches souples prêtes à l'emploi ou des flacons en verre avec, pour le coup, les dispositifs médicaux utilisés pour l'administration, donc seringues, aiguilles, set de perfusion, pardon, kit de perfusion, pour que l'empreinte carbone d'une journée de traitement sur un produit IV prenne bien en compte l'ensemble des émissions et pas seulement celles de la production du médicament. Alors, on s'est néanmoins focalisé sur la production du médicament, la production des dispositifs médicaux et la fin de vie de ces dispositifs médicaux, parce que ce sont les 3 contributeurs à l'empreinte carbone de l'antibiothérapie. On n'a pas pris en compte, par exemple, les trajets des personnels soignants ou les trajets des patients, la fin de vie du conditionnement primaire et secondaire du médicament, parce que c'était souvent les mêmes dans les différents cas qu'on comparait, et c'était également moins contributeur. Et donc, une fois qu'on a fait toute cette évaluation du principe actif, des excipients, de la fabrication du médicament, des dispositifs médicaux dans le cas de l'administration par voie intraveineuse,
On a pu calculer une empreinte carbone rapportée à la DDJ, parce qu'on était sur des produits qui avaient des DDJ très différentes. Et donc, comme l'a expliqué Frédéric auparavant, plus un produit est actif, plus on pouvait espérer qu'il ait une empreinte carbone faible par journée de traitement. Alors, dans le cas des macrolides, et clarithromycine, ça a plutôt été comparé à des schémas thérapeutiques qui étaient les schémas, on va dire, utilisés, qui sont les schémas utilisés au sein de l'hôpital, parce que les DDJ ne sont pas toujours plus adéquates, notamment dans le cas, je crois me rappeler que c'est le cas pour les macrolides, où les durées de traitement ne sont pas les mêmes. Pas forcément, si on compare par journée de traitement, mais qu'il y en a un qui dure une semaine et que l'autre dure 3 jours, l'unité fonctionnelle n'est pas bien choisie. Donc, la comparaison avec les DDJ ne doit se faire que si le schéma thérapeutique est d'une même durée pour les différents médicaments qu'on souhaite comparer. Et donc, du coup, un exemple sur la droite, céfotaxime injectable versus ceftriaxone injectable. Donc, on peut voir que par journée de traitement, le céfotaxime est à 4,3 kg de CO2 équivalent par jour, alors que le ceftriaxone est à 2,2 kg. Alors là, ça ne prend pas en compte, on n'a pas mis les dispositifs médicaux, tout simplement parce que ça va être les mêmes, mais ça va venir amplifier cette différence, parce que pour le céfotaxime, on peut avoir par exemple 2 ou 3 injections ou perfusions dans la journée, alors que ça va être une seule ou deux pour la ceftriaxone. Donc ça va pas changer, mais ça va plutôt amplifier cet écart. Et donc, dans le cas du céfotaxime, en fait, l'empreinte carbone correspond à 4 flacons. C'est 4 flacons d'1 gramme, la DDJ est à 4 grammes, alors que pour la ceftriaxone, c'est uniquement 2 flacons, parce que la DDJ est à 2 grammes. Alors, c'est des molécules, c'est des principes actifs qui sont extrêmement similaires. D'ailleurs, ils ont une empreinte carbone qui est relativement proche. Parfois, ce qu'on a même pu voir, c'est que le composé le plus actif, donc ayant la DDJ la plus faible, était la molécule souvent la plus complexe et avec l'empreinte carbone par kilo de principe actif la plus élevée. Mais comme on en donne moins, au final, c'est souvent le produit le plus vertueux d'un point de vue environnemental, d'un changement climatique. Et donc, il ne faut pas forcément se focaliser que sur l'empreinte carbone du principe actif par kilo, mais vraiment regarder le schéma thérapeutique dans son ensemble. Et donc, dans les prochaines étapes, c'est de regarder maintenant, comme c'était également précisé avant, la partie écotoxicité, donc via les indices PBT, persistance, bioaccumulation et toxicité, mais également via des données de l'OMS, on peut avoir accès à des données sur c'est-à-dire l'aspect résistance, sélection de résistance bactérienne ou effet écologique type PBT. Et donc, on est en train de regarder ça s'appelle les PNEC, donc les concentrations maximales sans effet, que ce soit sur l'apparition de résistance bactérienne ou sur des effets sur les écosystèmes. Et donc, on regarde pour également valider que le mieux disant d'un point de vue climatique ne serait pas le moins disant en termes d'écotoxicité ou le moins disant en termes d'apparition de résistance bactérienne. Merci Sébastien. Est-ce que Géraldine est présente? J'ai vu que Delphine était aussi présente. Est-ce que Delphine et Géraldine, vous voulez participer avec Sébastien, présenter un peu la méthodologie sur ce troisième sujet? Bon, Sébastien, tu as la main, sinon les filles. Oui. Voilà, j'attendais de voir s'il y avait quelqu'un d'autre. Enfin, voilà, on a effectivement diffusé un questionnaire qui a été co-construit avec Omédit, avec le CHU, les pharmaciens, les dermatologues sur l'ulcère, les pansements sur l'ulcère veineux de jambes. C'était à destination des professionnels de ville pour savoir si la prescription était adaptée en sortie d'hospitalisation et voir s'il y avait effectivement
des problèmes au niveau de cette première prescription qui engendrait du coup des déchets au niveau des pansements. Donc après, nous, on a commencé, alors on n'a pas fini d'analyser les réponses. On a eu un taux de participation qui n'est pas forcément très fort, puisqu'on a 50 répondants pour, par contre, un nombre de vues, c'est-à-dire que je crois qu'il y a un début de réponse qui a été faite. J'ai plus exactement le chiffre en tête, mais on était sur plus de 200 débuts de questionnaire, et puis finalement, les gens qui sont allés jusqu'au bout du questionnaire sont assez faibles. Néanmoins, il y a quand même des grandes tendances qui se dégagent. Ce qui est montré, c'est que effectivement, entre la sortie d'hospitalisation et la délivrance des pansements, il se passe au grand maximum 24 heures. C'est principalement le jour même. Donc, c'est l'entourage des patients qui vont le plus souvent chercher leurs produits, et qu'il y a une forte propension au gâchis sur les pansements principalement, et parce que la represcription, elle se fait assez rapidement par l'infirmière ou par le médecin traitant pour des motifs qui sont soit parce que c'était pas adapté, soit parce que souvent la taille n'était pas adaptée, ou le produit ne se fait pas forcément dans la pharmacie dans laquelle sont allés les patients. C'est principalement, alors en fonction des professionnels qui ont répondu, parce qu'il y avait un questionnaire qui a été fait pour les infirmiers, un questionnaire pour les médecins, un pour les pharmaciens. Les réponses diffèrent un peu sur qui represcrit. En gros, les médecins… comment ? Vas-y, Delphine. Donc sur le côté qui represcrit, tout le monde n'est pas tout à fait d'accord, mais globalement, c'est plutôt l'infirmier ou le médecin traitant, et c'est rarement au niveau hospitalier, enfin, c'est même quasiment jamais au niveau hospitalier. Ensuite, la represcription, elle se fait principalement dans la première journée, dans les 24 heures, je crois. Je suis en train de me remettre sur les résultats. Notamment par les infirmiers, c'est ça. On a 65% qui se fait le jour même ou à J+1 dans les represcriptions. Et c'est donc la taille, ce que je disais, et la quantité aussi qui n'est pas adaptée. Parfois, une dispensation qui n'a pas été correctement faite, a priori, par la pharmacie. Ça, c'est ce qui est indiqué pour les infirmiers, les médecins qui répondent à pourquoi est-ce qu'ils represcrivent. Donc, il y a quand même un gros gâchis, parce que dans la question où savoir ce qu'on fait de ces pansements qui sont inutilisés, la majeure partie reste au domicile du patient parce que le patient souhaite le garder et en avoir sous la main. Il est rarement ramené à la pharmacie, et encore plus rarement dans des associations. Voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour des points qui étaient importants. Je ne sais pas si quelqu'un veut reprendre la parole. Merci Delphine, on t'a même pas présenté, donc je te laisse te présenter pour l'APSAR. Oui, c'est vrai. Je suis docteur secret Pouliken. Je suis médecin généraliste à Rouen, et je suis présidente de l'APSAR+, qui est l'inter-CPTS de la métropole. À noter que les répondants étaient principalement des gens qui travaillent en structure coordonnée pour l'essentiel des répondants. Donc, soit CPTS, soit maison de santé, et très peu de personnes qui travaillaient seules. J'imagine que nous, de notre côté, c'est normal parce qu'on a diffusé aux adhérents des CPTS, mais c'était un questionnaire qui avait été diffusé plus largement. Et donc voilà, c'est peut-être biaisé aussi par rapport aux réponses de notre côté, par rapport au fait que ce soit que des gens qui sont en exercice coordonné.
Merci Delphine. En tout cas, ces synthèses, ces résultats de ton questionnaire seront évalués dans le cadre des travaux qui sont conduits avec Ecovamed. Oui, on n'a pas complètement, là c'est vraiment les premiers résultats bruts, on n'a pas vraiment analysé de façon fine. Merci. Sébastien, je te laisse continuer. Oui. Donc, de notre côté, l'objectif, c'est de faire une évaluation environnementale des pratiques. C'est-à-dire que les pratiques ont été évaluées, de regarder quelle est l'empreinte environnementale de chacune de ces pratiques. Alors, le protocole qui a été défini, qui sera sûrement affiné encore un petit peu dans les semaines qui viennent, mais c'est dans un premier temps de définir un parcours de soins. Donc qui commencerait à l'hospitalisation, un écho Doppler, une pose de bande de compression, éventuellement une détertion avant la pose du pansement. Et là, c'est là où on va étudier un panel assez large de familles de pansements, alors toujours pour l'ulcère veineux de la jambe, mais il y a une dizaine de familles de pansements qui ont été sélectionnées. Et donc l'objectif, c'est de faire cet ACV de ce parcours de soins pour ces 10 familles de pansements pour voir les variations qu'il peut y avoir déjà en fonction de la famille de pansement qui est prescrite ou surprescrite, enfin, qui in fine est utilisée par le patient. Donc ensuite, après cette première pause de pansement, donc il y a, comme indiqué juste avant, une prescription de pansement, puis dispensation par une pharmacie d'officine, un suivi infirmier à domicile. Et donc là, c'est pareil, on va définir bientôt le nombre de semaines de suivi qu'il faut qu'on prenne en compte dans cet ACV. Puis une fin au niveau du périmètre du parcours de soins qui sera étudié, une consultation de suivi à la fin. Donc l'idée, c'est que pour chacune des étapes qu'on peut voir en vert, c'est de construire un inventaire de cycle de vie, c'est-à-dire qu'avons-nous utilisé, qu'avons-nous généré comme déchets pour chacune de ces étapes, pour déterminer l'empreinte carbone de chacune de ces étapes, et ensuite déterminer l'empreinte carbone du parcours de soins pour chacune de ces 10 familles. Alors, pour la partie dispositif médical et notamment pansement, mais pas que, parce qu'il peut y avoir également des produits pour la détertion notamment, l'idée c'est de faire une évaluation qui prend en compte la fabrication, le transport et la fin de vie du dispositif médical. Et donc ça, on va l'évaluer à partir d'un outil qu'on avait construit et qu'on adaptera si besoin, plus pour tout ce qui est usage unique et DM réutilisable, mais qui avait un petit module qui permettait déjà de faire une première évaluation de la fabrication du dispositif médical. Et puis la fin de vie, on la fera à partir des pesées des différents dispositifs et de leur conditionnement. On a commencé à contacter l'ensemble des fabricants des produits qui ont été présélectionnés, parce qu'il y a à peu près un échantillon de 2 pansements qui a été sélectionné pour chacune des 10 familles, en essayant d'être représentatif des différents fabricants. Donc ne pas prendre tous les fabricants pour chaque famille, mais des fabricants représentatifs pour avoir un panel, on va dire, sur les 20 pansements finalement, 10 familles x 2, un panel des différents fabricants de pansements. Et puis pour les fabricants qui accepteront de partager des données de fabrication, alors ce sera probablement sous contrat de confidentialité, donc on ne pourra pas donner tous les détails après dans les résultats de l'étude, mais on pourra donner le résultat final qui sera, on va dire, qui aura une incertitude un peu plus faible pour cette partie-là. On pourra faire une deuxième évaluation de l'empreinte carbone de production du DM en fonction des retours. Et donc à la fin, ce qui sera possible aussi, c'est d'avoir, probablement sous un format Excel, mais une possibilité de calculer l'empreinte carbone de ce parcours de soins en fonction de différentes pratiques. Donc je pense à ça parce qu'il a été cité juste avant le fait que parfois on délivrait trop de pansements. Eh bien, on peut peut-être essayer de faire un petit calculateur Excel. C'est simple, hein, mais où on pourra rentrer le nombre de pansements qui sont délivrés, et ça permet comme ça de calculer l'empreinte carbone adaptée à cette situation-là, pour voir l'impact que peuvent avoir certaines pratiques au-delà du choix de la famille de pansements, aussi sur des aspects plutôt quantitatifs, ou en fonction de la durée entre chaque renouvellement du pansement,
qui peut aussi avoir un impact important sur le parcours de soins. Et donc les résultats attendus, alors je les ai un petit peu dit, mais c'est donc effectivement l'empreinte carbone de cette dizaine de parcours de soins, avec donc certaines variantes qui pourraient être accessibles via un petit outil. C'est bien entendu identifier les leviers de réduction de chacun des parcours de soins et identifier quel est l'éco-parcours de soins pour cette pathologie. C'est-à-dire quelle serait la prescription idéale et les autres éléments liés à la prescription au-delà de la famille de pansements, et quelles seraient les émissions évitées, alors soit par patient, soit au niveau de la région Normandie ou au niveau France, hein, si on a les statistiques sur cette pathologie, on peut tout à fait extrapoler au niveau d'une région ou du pays, ou au niveau national. Sur les émissions évitées liées à l'observance de cet éco-parcours de soins. Et donc, il est également prévu de compléter cette analyse environnementale également par une analyse économique pour vérifier que le parcours le mieux disant en termes d'empreinte carbone n'est pas non plus le plus cher en termes de, pour la sécurité sociale. Puis après, ça sera la communication des résultats. Merci Sébastien. On arrive à la fin de ce webinaire. Je vais regarder déjà les questions qui nous ont été posées. Déjà, vous allez pouvoir retrouver sur le site de l'Omedit en rubrique transition écologique tous les comptes rendus des sous-groupes de travail. Vous allez également avoir dans l'après-midi le webinaire en replay qui sera également disponible. Si vous souhaitez rejoindre des sous-groupes thématiques, il n'y a aucun souci, tout est ouvert à tout le monde.